Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour une nouvelle semaine et pour un nouveau podcast. Alors, on va s'écarter un petit peu des parquets NBA, même si on va y rester, on va vous expliquer tout ça. Pour m'accompagner, je ne suis pas seul évidemment, ce sera mon acolyte pendant toute cette année sur ces podcasts-là, c'est Jules. Salut Jules. Salut Chris, salut à toutes et à tous. Franchement, content d'être là pour ce nouveau projet qui se lance et qui va durer toute la saison. Yes, et du coup, ce projet va s'articuler autour de la future draft NBA chaque dernière semaine de chaque mois. Donc, en gros, chaque dernier mardi, vu que le podcast est tourné le lundi, mais est diffusé le mardi. Donc, chaque dernière semaine, vous allez avoir ce nouveau rendez-vous avec moi et avec Jules, où on va essayer de prendre le pouls un peu de cette future draft NBA 2025. Alors, vous me direz, oh, mais attendez, là, on n'est même pas encore en décembre, que vous êtes déjà en train de parler de la draft. Oui, mais il va falloir qu'on en parle très rapidement parce qu'évidemment, il y a des joueurs français, évidemment, il y a des joueurs internationaux qui vont être à suivre. Les championnats ont déjà commencé, on va tout vous expliquer, on va prendre le temps dans cette émission d'être le plus pédagogue possible. Alors peut-être que pour certains, vous allez écouter le podcast et dire, ouais, non, mais les gars, on connaît ça, je sais ce que c'est, je connais la définition de tel mot, de tel terme. Ok, ce sera juste une petite révision pour vous, mais pour certains, ce sera peut-être aussi la découverte d'un univers, Jules, que tout le monde ne connaît pas parfaitement, le côté prospect, la draft, les jeunes joueurs, le championnat universitaire. Ouais, exactement, c'est ça. Bah, comme tu le disais, c'est bien dans ce premier podcast de donc poser les bases. Et en fait, ouais, c'est ça, nous aussi, le but avec ce podcast, c'est de faire découvrir à tout le monde l'univers hors NBA, en fait. Et c'est toujours plaisant si dans cette cuvée de draft, il y en a plus dans 5-10 ans qui seront des grandes stars, de dire, ah bah lui, on l'avait vu à l'époque, etc. Et ça, c'est des choses trop cool. Puis ce qui peut être bien aussi, quand même, ce qui est hyper intéressant, selon moi, à travers regarder les différents profils, c'est qu'il y en a qui vont jouer en NCAA, donc dans le championnat universitaire, d'autres qui vont jouer en France, en Espagne, en Australie. C'est vraiment riche, c'est différent basket et c'est hyper intéressant, franchement. Tout à fait, il y a une vraie internationalisation de tout ça, et il y a Ouais, des clairement. moyens de diffusion, on va en parler, qui sont quand même beaucoup plus simples et accessibles aujourd'hui si on veut suivre tel ou tel joueur, tel ou tel jeune. Donc voilà, c'est vraiment voilà, cette idée qui a germé cette année. On va vous expliquer tout ça. Juste avant, on rappelle évidemment qu'il y a le site et l'application TFA The Free Agent pour nous retrouver. On va vous bassiner avec ça, mais Jules écrit pas mal d'articles aussi sur certains des joueurs dont on va parler dans ce podcast-là et des joueurs dont on va parler chaque dernière semaine de chaque mois. Je vais vous le répéter ça également. Donc vous retrouvez ces articles sur le site et l'application TFA et les réseaux sociaux évidemment pour suivre toute l'actualité basket et les autres sports qui sont proposés par toute la belle équipe de The Free Agent. Bon Jules, on va Yes. démarrer. On va attaquer Ouais. parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que nous, on en parle, on discute en message privé, on est plutôt motivé, on est plutôt chaud à vouloir se lancer. Et là, voilà, nous, on est vraiment très contents aussi et enthousiastes à l'idée de vous proposer cette première émission. Soyez tolérants avec nous. C'est une première. Comme tout, il y a peut-être des choses qu'on va améliorer très certainement, mais on va essayer de vous proposer ça de façon qualitative. Alors, dans ce contenu, pour ce premier épisode, différents points, certains que vous retrouverez chaque mois et d'autres qui seront amenés à changer. Alors, on va commencer dans quelques minutes, Jules, en expliquant pourquoi on a décidé de se lancer dans cette idée-là. C'est une idée que tu nous as proposée avec Charles il y a quelques semaines. On va en parler dans quelques instants. Pourquoi un tel format cette année sur la future draft NBA. Ensuite, on prendra le temps de mettre quelques définitions sur la table, des mots qui sont peut-être pas connus de tous et qu'il est important quand même de connaître parce que c'est des mots que vous allez entendre, que vous allez lire et voir pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Si vous nous écoutez tous les mois, on l'espère, vous allez nous entendre en parler. Donc, c'est bien d'avoir les bases et les définitions. Après, on va quand même parler de certains joueurs que tu as déjà suivis, Jules, sur lesquels tu as déjà fait des articles. Et voilà, 3-4 noms qu'on voulait vraiment commencer à mettre en place pour que vous puissiez aussi tranquillement, vous qui nous écoutez, intégrer ces noms-là, peut-être aller regarder des vidéos sur YouTube et sur d'autres plateformes. Et enfin, ça c'est un rendez-vous que vous retrouverez normalement chaque mois, un petit débat tous les deux. Et on a un premier débat qu'on fera en fin d'émission sur les dernières drafts et on a été chacun choisir un joueur qui était peut-être un petit peu surcoté et à l'inverse,
un joueur un peu sous-coté qu'on a pu voir maintenant avec le recul des 4-5 dernières drafts. Voilà C'est pour le ça, ouais, coup. la partie un peu débat en fin d'émission, du coup, comme l'a dit Chris, elle sera présente à chaque fin de podcast et ce sera un sujet différent. Donc là, on a décidé de commencer par ça, mais du coup, sur les autres podcasts, ce sera à chaque fois des sujets plutôt divers et variés, mais toujours en rapport avec la draft, vu que c'est le thème du podcast. Yes, évidemment. Bon, allez, je vais te laisser un petit peu la main. J'ai beaucoup parlé en introduction, mais voilà, il fallait poser un petit peu les bases. Et on va commencer par notre premier point, si tu veux bien. Donc, la genèse un petit peu de ce projet-là. Pourquoi on a décidé de se lancer dans cette idée de draft NBA en article et aussi en podcast. Je te laisse un petit peu en parler, Jules. C'est une idée que tu as eue il y a quelques temps de ça déjà. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, moi, j'ai rejoint TFA en mai dernier, donc je suis quand même assez récent. Ma participation est assez récente par rapport à Chris et d'autres. Et du coup, quand la saison NBA s'est finie, moi, c'est une idée que j'avais déjà depuis un certain moment. Enfin, c'est quelque chose déjà qui me passionne. Suivre les prospects, etc., les jeunes joueurs, je trouve ça hyper intéressant. Le côté technique aussi, évidemment, pour savoir quels sont leurs points forts, leurs points faibles, etc. Et j'avais proposé l'idée à Charles, donc Charles Todin, qui est le directeur, on va dire, Le patron, le big le boss. patron, oui, le big boss de ce free agent. Et il était clairement emballé par l'idée. Et du coup, il m'a dit d'en parler avec Chris, qui gère un peu la NBA. Et du coup, on s'est mis d'accord, hein, pas que moi, avec Chris également. Même si c'est moi qui ai donné l'idée, on a fait ce projet à deux, qui est donc de suivre tout au long de la saison les prospects. L'idée est bien passée et donc on s'est mis d'accord sur un format qui va être par article, où moi je vais écrire des articles sur les différents profils de joueurs, également des articles pour savoir où en sont les prospects dans leur saison, qu'il y en a un qui est sorti récemment. Et pour accompagner donc tous ces articles, pour vraiment que vous pouvez suivre tout au long de la saison les futures, sans doute pépites de la NBA, on a décidé donc de faire un podcast par mois, donc avec Chris, pour avoir un peu un rendu audio de ce que je dis et de Ouais, ce que j'écris pardon, dans les articles. ouais, Et voilà, c'est ça. aussi, normalement, si tout se passe bien, TFA aura sa propre mock draft. Donc, on sait que bah, tous les grands médias ont leur mock draft. Mais du coup, nous, après avoir suivi tout au long de la saison les prospects, on s'est dit qu'on pourrait potentiellement se lancer donc à faire notre propre mock draft. Donc, après, c'est tout ce qui est termes de prospect mock draft, ça, on en reviendra pour ceux qui ne savent pas encore dans les prochaines minutes. Mais voilà, moi, franchement, c'est un projet qui vraiment me tient à cœur. Et j'espère que, en tout cas, les auditeurs seront aussi contents que nous, on l'est par rapport à ce projet. Ouais, complètement, t'as été clair sur tout ça. Voilà, on cache rien. On vous a un petit peu expliqué les coulisses de ce projet-là. Et au-delà de notre volonté personnelle et envie personnelle d'en parler, il y a quand même un développement, bon, à l'international, mais on va parler un peu français, de l'intérêt autour de cette Évidemment, oui. draft NBA, autour de la jeunesse, on va dire, du basket. Euh, on a eu des exemples là dernièrement, que ce soit avec Victor Wembanyama, que ce soit avec même la dernière draft, Alexandre Sarr, Zachary Rizaché. On a des joueurs qui sont draftés extrêmement haut, qui sont l'avenir du basket français. Et donc c'est vrai que quand on suit un petit peu le basket de façon globale, générale, quand on aime ce sport, on est obligé un petit peu aussi quand même de s'y intéresser à cette jeunesse et à ces joueurs-là qui vont prendre la relève tôt ou tard. Ouais, ouais, carrément. Et j'ai oublié de le dire. Ce qui nous a aussi poussé à vraiment le faire cette année, c'est que bah, on est quand même sur une QV 2025 qui s'annonce assez prometteuse. Là, du coup, on va Mhm. vous en parler un peu à la suite du podcast en vous évoquant les premiers joueurs. Mais c'est quand même une QV où il y a plusieurs joueurs qui sont où ça annonce du lourd, ça s'annonce très costaud en tout cas. Ouais, et des joueurs français, on en parlera Des tout joueurs à l'heure, français qui évidemment, sont ouais, on va en voilà, parler. donc Ouais, clairement, clairement. qui peuvent encore aller taper très Ah, très haut dans la future draft 2025. Alors première place, on y est loin. Pour l'instant, ça paraît compliqué, mais sait-on jamais. On va on pas sait tout de jamais, suite. hein, Oui, mais effectivement, ça s'annonce compliqué là pour cette ça année s'annonce quand même. compliqué C'est pour très. cette année. Donc voilà, il y a cette démocratisation un petit peu du côté découverte des nouveaux talents français. Il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, cette
une accessibilité beaucoup plus simple pour pouvoir suivre maintenant plein de championnats. Tu en parlais tout à C'est l'heure. ça. Donc, il y a la NCAA qui reste évidemment le championnat universitaire américain, qui reste la base un petit peu quand même. La NBA, ça reste un sport qui se joue sur le continent nord-américain. Donc c'est quand même normal que le championnat universitaire du même continent soit quand même celui qui propose le plus de contingents, même si voilà, on a de plus en plus de joueurs qui viennent d'Europe. On abordera des joueurs de la Betclic Elite en France. C'est une Ouais, ligue aussi qui se développe de plus en plus, qui est diffusée maintenant aussi sur des antennes. Alors, c'est pas encore sur des chaînes gratuites, mais il y a des possibilités et une façon de pouvoir aller voir. Si vous avez envie de voir du basket français, de voir le championnat de basket français, on peut le faire. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué. Là, cette année, on peut le faire. Il y a des championnats, t'en parlais aussi à l'international, en Australie. C'est une ligue qui se, comment on va appeler ça? Il y a des joueurs qui vont explicitement en Australie parce que voilà, c'est une sorte de mini championnat parfait pour se développer avant la NBA. ouais, clairement, clairement. Là, c'est vrai qu'avant, c'était très championnat universitaire. Et là, de plus en plus, comme tu l'as dit, hein, je vais pas répéter tes propos, mais c'est exactement ça. C'est l'internationalisation de la NBA qui en fait, se traduit également par les différents championnats, d'où viennent les joueurs. En fait, c'est ça l'essence de l'internationalisation. Comme Chris l'a dit, tous les championnats d'Europe, Espagne, Allemagne, France évidemment, l'Australie. Avant, il y avait la G-League Ignite aussi, Ouais. mais qui du coup là a fermé cette année, et la NCAA qui, même si les gens ont tendance à dire que sur ces dernières années c'est plus ce que c'était la NCAA, effectivement que ça c'est peut-être plus ce que c'était, mais en tout cas au niveau du nombre de joueurs qui sont Oui. draftés, la plupart viennent quand même encore du championnat universitaire américain. La seule différence en fait va être que de plus en plus les meilleurs joueurs, des fois, là on a l'exemple avec Victor Wembanyama, en fait viennent des fois d'autres championnats. Ouais, ouais, complètement. Et voilà, cette internationalisation de la jeunesse, on la voit depuis des années maintenant en NBA. Ouais. On peut citer tellement de joueurs, les Doncic, les Jokic, Wembanyama, on a parlé. Voilà, il y a plein de joueurs qui viennent d'Europe ou qui viennent d'un peu partout dans le monde. Un peu plus à l'ancienne, il y avait aussi d'autres joueurs. Voilà, c'est pas nouveau, c'est pas récent, mais il y a vraiment aussi une upgrade là-dedans. Il y a un développement qui se fait de plus en plus et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut s'y intéresser. Donc, on va essayer de vous proposer ça pendant cette saison. Alors, maintenant qu'on a posé un peu les bases du pourquoi ce podcast-là cette année sur les antennes de The Free Agent, on peut rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Jules, et commencer un petit peu à parler du concret et reprendre les bases un petit peu de tout ça. Il y a des termes qui sont pas des termes anglophones, évidemment, hein, parce que comme on dit tout à l'heure, on est sur une ligue nord-américaine, donc ils vont pas commencer à parler français dès demain. Donc voilà, tout le monde ne les connaît pas, donc je pense que ça peut être intéressant de prendre 5 minutes, là 5-10 minutes peut-être pour en parler. On le fera une fois, on le refera pas, mais comme ça, vous avez les bases et vous pourrez aller nous réécouter si vous n'êtes pas sûr d'une définition, sait-on jamais. Peut-être déjà, qu'est-ce qu'une draft? Comment on s'inscrit à la draft? Toutes ces choses peut-être basiques pour 95% d'entre vous, mais peut-être que pour certains, c'est pas encore complètement clair, donc ça peut être l'occasion d'en parler. Ouais. Alors, la draft, c'est quand même un système qu'on voit peu en Europe. C'est quand même particulier aux ligues privées nord-américaines. Et donc, pour ce qui est de la NBA, la draft, ça va être un système où chaque équipe va choisir un nouveau joueur, donc qui, comme on l'a dit, qui est pas encore dans la ligue, pour intégrer son équipe. Et du coup, la draft, en fait, ça se fait par un système de loterie. C'est-à-dire que en fait, ça va souvent être les plus mauvaises équipes de la saison dernière qui vont avoir le droit de choisir en premier, donc potentiellement les meilleurs joueurs. Et c'est ça ce qui fait que la NBA se rééquilibre tout le temps et qu'au fil des années, une équipe qui a 10 ans fini dernière peut être champion dans 10 ans sans souci. Et donc voilà, comme je l'ai dit, il y a un système de loterie, c'est-à-dire que ça va être pour les équipes les moins fortes, on va dire les équipes qui n'ont pas fait les playoffs, il y en a 14 et il y aura une loterie du coup pour savoir quelle équipe va choisir dans quel ordre. Donc voilà, c'est la loterie, je crois que ça se passe
avril, mai à peu près, si je me trompe pas. Ouais, c'est quelques semaines, on va dire, Ouais, avant c'est la ça. draft. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc après, ce qui nous amène à la soirée de draft. Mm, Là, l'année dernière, il y avait une particularité, c'est que ça s'était fait, excusez-moi, sur 2 jours. tout à Il y avait fait. eu un jour, pour le premier tour et un jour pour le second tour. Donc pour ceux qui vraiment, n'ont pas encore les bases, ce qui n'est d'ailleurs, pas grave du tout. Donc effectivement, il y a 2 tours de draft. Il y a un premier tour de 30 et un second tour de 30. C'est-à-dire que souvent chaque équipe choisit, on va dire sur le papier, chaque équipe choisit 2 fois, même si, on sait que, bah, avec, maintenant aussi les choix de draft, c'est un peu une monnaie d'échange dans les trades. Notamment, on peut citer, cette année le trade de Mikal Bridges où, il a été échangé contre, 4 choix de premier tour, je crois, si je ne me trompe pas. Où du coup, bah, ça arrive que des fois, après c'est tout un système compliqué, je ne vais pas rentrer dedans dans les détails, mais, Mm. globalement, chaque équipe, choisit un joueur. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est, je sais pas si on passe un peu à la définition de prospect? Ouais, bah, Ouais, c'est déjà ça. juste pour conclure sur le principe de la draft, pour l'inscription ces jeunes futurs stars ou en tout cas futurs joueurs de la NBA, il y a des règles évidemment, on ne s'inscrit pas comme ça, comme on Ouais, veut, quand on veut, tout ça. Il faut avoir au moins 19 ans au 1er janvier de l'année de la sélection. Donc là, pour la draft 2025, il va falloir avoir 19 ans au moins le 1er janvier 2025. Il faut avoir un cursus d'au moins 1 an en université américaine ou dans un championnat étranger. Exemple c'est type, ça. le championnat australien, on en parlait tout à l'heure, ou en Betclic Elite, ça marche très bien. On peut s'inscrire qu'à une seule draft. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un joueur qui s'inscrit à la draft là 2025 et que pour des raisons X, Y ou Z, il n'est pas sélectionné, soit au premier tour, soit au deuxième tour, il ne pourra pas se réinscrire. C'est pas le côté je m'inscris, bon bah si ça marche pas cette année, je reviens l'année prochaine. C'est pas possible. Donc on a aussi des joueurs parfois qui attendent avant de s'inscrire parce qu'ils n'ont pas la certitude d'être soit peut-être dans une bonne équipe ou d'être drafté en fait. Donc il y a des joueurs qui vont attendre, qui vont peut-être faire une deuxième année de cursus universitaire et qui vont attendre peut-être de se développer davantage ou être sûr d'avoir une équipe qui les choisit parce que il y a un monde entre de jouer de façon d'être un étudiant, d'être à l'université ou d'être dans un championnat Ouais, clairement. européen, international, et d'arriver en tant que professionnel dans la ligue NBA avec le contrat, les salaires et toute la professionnalisation qui va avec. Donc, c'est des éléments qu'il faut aussi prendre en compte. On ne va pas plus dans les détails, mais voilà pour ce qui est de la draft. Ce qu'on peut aussi expliquer, c'est le principe de la mock draft. Tu en as parlé un petit peu, Jules, tout à l'heure en introduction. On va faire très vite là-dessus. Ça, c'est parce que vous allez très certainement l'entendre aussi, déjà avec nous. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est des prévisions. C'est souvent les grands médias américains, ESPN, CBS Sport, The Athletic, Yahoo Sport et plein d'autres, et même aussi en France. Et nous, on va la faire, tu en parlais tout à l'heure, où voilà, il y a c'est des journalistes qui font des projections, des observateurs sur, C'est voilà, moi ça. je vois tel joueur premier de cette draft-là, moi je vois tel joueur deuxième, troisième, avec une justification. Après, on est d'accord ou pas d'accord, c'est autre chose. Mais voilà, donc ce principe de mock draft, vous allez l'entendre de plus en plus quand on va rentrer dans l'année 2025. Là, pour l'instant, on y est loin encore. Mais voilà, c'est à prendre en compte. En termes de définition maintenant des joueurs, ça peut être aussi plus intéressant parce qu'il y a différents profils de joueurs. On peut commencer par le prospect, Jules. C'est, Ouais, c'est le joueur, on va dire, c'est le profil qui nous intéresse le plus. ouais, c'est ça. Alors, pour ce qui est, d'un prospect, c'est un joueur, à fort potentiel que chaque est qui est déjà repéré par, les différents recruteurs, de NBA, depuis un certain temps. Ça fait souvent depuis 13-14 ans qu'ils sont déjà dans le viseur. Et qui se destinent donc à jouer en NBA. C'est important parce que là, quand on parle de prospect, donc prospect NBA pour nous, c'est qu'on parle pas de tous les joueurs, tous les jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont plus à fort potentiel que d'autres et qui, se destinent plus à jouer, dans la grande ligue. Et voilà, si tu as quelque Ouais, chose à ouais, non, rajouter, je te rejoins. Voilà, c'est vrai que peut-être que nous, au fil des épisodes et des semaines, on n'abordera pas tous les joueurs parce qu'on peut pas, de toute façon. Donc, il y a peut-être certains, vous allez dire, oui, vous n'avez pas parlé de tel joueur, tel joueur. Peut-être parce que selon nous, après, sauf vraiment si on oublie quelqu'un, mais je pense qu'on va quand même, on va pas faire de boulettes là-dessus. Mais voilà, on pourra pas tout aborder. On parlera
de ces joueurs-là qui ont voilà, comme tu dis, le mot potentiel, c'est exactement la bonne définition. Et à prendre en compte, c'est vrai que pour les futures franchises qui vont acquérir ces prospects, donc ces pics de draft, c'est des vrais paris en fait sur l'avenir. Alors, ça peut être un pari gagnant, souvent c'est le cas, mais ça peut être aussi des paris perdants. Ce sera l'objet tout à l'heure de notre débat, Jules. Il y a parfois aussi, il y a des vrais loupés en fait dans les sélections parce que la franchise s'est trompée dans la lecture et dans l'observation du joueur, ou parce que aussi on va dire le fit entre le joueur et la franchise, c'était ni le bon moment, ni le bon timing. Il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça, exactement. Je te rejoins complètement là-dessus, Chris. En fait, au cours des différents drafts, on a vu plusieurs, même numéro un de draft, donc quand même joueur choisi en premier, qui au final n'ont pas du tout fait carrière en NBA, et d'autres qui sont draftés au second tour, donc dans les pics 40, 50. Coucou Nikola Jokic et Manu Ginobili, pour citer que, et qui au final ont eu des carrières, notamment Nikola Jokic, hein, voilà, qui Ouais, peut-être est le plus. la carrière de Oui, oui, Manu bien sûr. est pas mal aussi. 4 titres, on est pas mal. C'est ça, ouais, c'est sûr. Mais peut-être, voilà, Nikola Jokic, en tout cas, sur les dernières années, est sûrement le plus gros style de draft jamais vu, quand même, Ouais. qu'un joueur drafté au second tour dans une pub Taco Bell, devant une pub Taco Bell, si je crois que c'est ça la marque, finit quand même triple MVP, MVP des finales, etc. Et il n'a pas fini. Voilà, ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un style. Donc, ça veut dire qu'il est en dessous. Et un bust, on peut citer, pour ceux qui connaissent, Greg Oden en 2007. Anthony Bennett, c'est le nom qui Anthony ressort le Bennett. plus souvent. Tu sais, quand on parle Ouais, des busts, Greg c'était Oden, avec Anthony Cleveland. Bennett. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a ces mots-là aussi, tu viens de les citer. Donc le style, c'est le côté les bons coups. C'est les mecs qu'on n'attendait pas, les profils qui sortent un peu qui vont exploser les plafonds. Donc voilà, ça c'est le style. Et le bust, voilà, c'est des déceptions. Les franchises avaient parié beaucoup sur eux et malheureusement, ça n'a pas pris. Ouais. Et juste pour finir, je pense après on aura fini un peu avec les termes, Oui. les termes généraux, on pourra passer un peu à parler aux joueurs de cette année. Mais juste pour finir, en fait, il faut savoir que souvent, ça va pas forcément être une draft en disant en premier, je vais drafter forcément le plus fort, en second, le second plus fort, etc. Ça va aussi vraiment être selon l'équipe, en fait. C'est-à-dire que il y a des équipes qui vont plutôt décider de drafter au talent, au potentiel, c'est-à-dire de se dire, lui, c'est un peu un diamant brut, on va dire, et peut-être que dans les 4, 5, 6 prochaines années, il pourra se développer. Et certaines franchises veulent aussi des joueurs, par exemple, qui sont déjà prêts. On peut voir cette année Dacton Connect, qui est drafté aux Lakers, en fait, qui sera peut-être pas, même si je peux me tromper, une superstar de NBA, multiple MVP, mais c'est un joueur qui est drafté, qui tout de suite est dans l'effectif, a des minutes et peut aider. Et des joueurs comme par exemple même Bilal Koulibaly l'année dernière, Alexandre Sarr cette année pour citer nos petits Français, c'est plus des joueurs, on va dire, qu'il faudra développer, qui vont pas forcément être, même si là, Bilal Koulibaly fait un très très bon début de saison, ça va pas forcément être des joueurs qui tout de suite sont déjà à leur plafond, mais qu'il faudra attendre peut-être 4, 5, 6, 7 ans avant qu'ils atteignent leur plafond. En fait, c'est important aussi de dire que chaque franchise draft aussi selon les besoins. Une franchise qui va être en reconstruction va plus drafter à ce qu'on dit au talent, c'est-à-dire prendre celui qui a le meilleur potentiel pour le futur. Et une franchise qui est déjà prête et qui veut potentiellement faire ce qu'on appelle du win now, c'est-à-dire gagner là cette année, va plus prendre des joueurs peut-être qui vont être à terme moins fort, mais qui a déjà quasiment atteint son plafond et qui peut déjà être efficace dans le roster. Complètement. Donc on va commencer à pouvoir évoquer quelques noms. Maintenant, voilà, Ouais, on carrément. va glisser gentiment vers là. Alors, on a fait un choix de vous proposer 4 premiers noms dans cette émission. C'est des noms que vous C'est ça. allez très certainement entendre et réentendre pour des raisons diverses et variées. Pour Et ça va certains, pour augmenter un côté, après les profils. c'est ça. Évidemment, on ne va pas rester sur ces 4-là toute la saison, mais il fallait bien commencer par quelques-uns. On n'allait pas non plus vous en mettre 15 dans la tête dès le premier épisode. Donc déjà, avec 4, c'est pas mal, dont 2 Français, évidemment, donc on en parlera tout à l'heure. Mais on va commencer peut-être avec le nom qu'on entend le plus, même pour les observateurs ou les non-observateurs, surtout de la draft, des jeunes prospects, de la NCAA, c'est Cooper Flagg. C'est le nom qu'on entend le plus, qui est sur le papier le numéro 1 intouchable de cette future draft, Jules. Ouais, c'est ça complètement. Là,
c'est un peu comme pour la draft 2023 avec Victor Wembanyama, hein. C'est clairement c'est obvious number one. Il n'y a pas de débat par rapport à l'année dernière où on savait pas, limite le jour avant la draft, qui allait être drafté premier. Là, je pense qu'on est sur un talent, en tout cas annoncé comme un talent générationnel. Après, à voir s'il confirmera au plus haut niveau. Mais oui, Mhm. clairement, là, sur Cooper Flag, on est sur le futur numéro un à coup sûr. On va pas, dans ce premier épisode, rentrer dans des détails techniques, tactiques, tout ça. On va Ouais. essayer juste de présenter un petit peu ces joueurs-là, ces futurs talents, on espère en tout cas pour eux. Donc, Cooper Flag, il est à l'université de Duke. C'est quand même une sacrée université à l'échelle universitaire aux États-Unis. Ça a ressorti quelques noms et c'est un vrai cursus très réputé. De ce que tu as pu voir, lire, entendre, Jules, sur Cooper Flag et de ce que tu as pu en écrire, parce que petite parenthèse, on aurait même pu commencer par là. Les 4 profils dont on va vous parler là pendant les 5-10 prochaines minutes, vous les retrouvez sur le site et l'application, où toi, Jules, du coup, tu as écrit un premier article de présentation de chacun de ces 4 joueurs. C'est ça, et exactement. Et donc, pour Cooper Flag, c'est le premier que j'ai écrit, Mmh. parce que c'était clairement le joueur dont tout le monde parlait. Et oui, de ce que j'ai vu, Cooper Flag, comme tout le monde, hein, franchement, on est impressionné. C'est pour ceux qui savent pas encore exactement qui c'est, je vous invite vraiment à aller voir, regarder des matchs en replay si vous pouvez, aller voir des highlights parce que c'est franchement un plaisir de le voir jouer. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais un peu parler de son profil, déjà Mmh. qui il est. Cooper Flag, il est né le 21 décembre 2006 dans l'État du Maine. Donc, en fait, ça veut dire il a été reclassé. Parce que, comme disait Chris, normalement, il faut avoir 19 ans le jour du 1er janvier pour être éligible. Mais lui, du coup, il aura 19 ans que le Mmh. 21 décembre prochain. Donc, c'est un très jeune joueur, mais qui est déjà hors norme au lycée. Il faisait des performances exceptionnelles. Et il a fait énormément parler cet été parce qu'il a été au camp d'entraînement de Team USA pour les JO 2024. Il était avec ce qu'on appelle la Select Team. Donc la Select Team, c'est une team qui sert qui sert d'opposition en entraînement pour les joueurs de Team USA. Et pour ceux qui n'ont pas vu sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses vidéos qui ont circulé de lui qui, franchement, se montraient face à des pros, des joueurs de NBA et pas n'importe lesquels, clairement haut niveau. Voilà, ni plus ni moins. Après, c'est que des highlights, évidemment. Faut rester Mesuré. réaliste. Mais évidemment, la vidéo, le double fadeaway sur Joe Holiday, les claquettes dunk, etc. Il a fait quand même beaucoup parler de lui. Et là, comme l'a dit Chris, donc il a signé à l'université de Duke. Et franchement, sur son arrivée, sur ses premiers matchs à Duke, il y avait évidemment une attente qui était folle. Mmh. Et globalement, on peut dire qu'il a répondu présent. Il a sorti notamment 2 grosses performances. Là, il a fini avec 24 points et 6 rebonds contre Arizona. Un match qui est cette semaine, qui était d'ailleurs diffusé sur Beansport, pour ceux Ouais. qui ont vu. Arizona, qui est quand même une grosse fac, donc c'était un gros match. Il a répondu présent. En première mi-temps, il n'était pas forcément trop présent, notamment au niveau du tir. Je crois qu'il était à 3 sur 11. Mais finalement, il finit à, si je me trompe pas, attendez, tac, 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 tac. On verra. Il finit à 8 sur 17. Donc, c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, il a haussé le niveau et ça s'est vu avec quand même une belle impression de domination. Et Mmh. voilà, il a également fait 26 points et 12 rebonds contre Kentucky, une autre fac bien connue. Et voilà, en fait, que vraiment, il a un sentiment de domination quand on le voit jouer. Donc, ceux qui l'ont pas encore vu, c'est vraiment un poste 3-4. Et en fait, vraiment, si on doit le décrire en un mot, c'est vraiment polyvalent. En fait, il sait tout faire. Il sait tout faire, mi-distance, à 3 points, sur le drive. Il a un très bon jeu de post-up aussi. On a vu qu'à Duke, il est un peu utilisé comme un poste 4 en tête de raquette, etc. Il joue beaucoup au poste, il va jouer beaucoup sur son physique parce que c'est quand même athlétiquement et physiquement, il est quand même vraiment au-dessus pour son âge. Et ce qui est quand même bien avec lui. Et ce qui est d'ailleurs, on en parlera aussi, Chris, mais sur un peu les joueurs qu'on a cités, en fait, c'est beaucoup de joueurs qui sont là des deux côtés du terrain. Et là, Cooper Flag, c'est quand même quelque chose avec lui qui est quand même assez exceptionnel, c'est qu'en fait, il est élite offensivement, mais il est aussi fort presque défensivement. Et il est tellement athlétique qu'il va pouvoir contrer beaucoup de ballons, les rotations défensives, il est clair.
et sur les interceptions aussi. C'est vraiment, il est là des deux côtés du terrain. Donc après, ça reste quand même un jeune joueur. Faut pas que les gens soient non plus trop durs avec lui. Là, contre Kentucky, dans le Money Time, il perd 2 ballons. Et Hmm. au final, Duke perd 2 points. Donc c'est un peu ces 2 pertes de balles qui font perdre le match. Donc voilà, évidemment, ça reste quand même un jeune joueur. Comme j'ai dit, il fêtera ses 18 ans le 21 décembre. C'est-à-dire qu'il a 17 ans là actuellement. Je sais pas Oui. il faut que les gens se rendent compte quand même, c'est important. Et donc voilà, donc évidemment, des erreurs de jeunesse comme là en fin de match à corriger. Mais en tout cas, moi, pour ce qui est de mon cas, je m'inquiète pas du tout pour lui. Et obvious number one pour la prochaine draft. Oui, et voilà, comme je disais tout à l'heure aussi, il est dans une fac, dans un cursus où ils savent développer les joueurs, tu vois, et ils savent vraiment travailler avec eux pour Ouais, c'est faire ça. en sorte que ces joueurs soient ce qu'on appelle des joueurs NBA ready, tu vois, prêts tout de Ouais, suite à être dans une franchise. Alors après, on verra où ça tombe. On n'est pas là pour dire dans quelle équipe il va tomber parce qu'on est encore très loin de tout ça. Mais voilà, c'est voilà le côté two-way player. C'est un joueur complet. Euh, il est vraiment impressionnant et on sent que c'est un gars, tu vois, malgré sa jeunesse et tout ce que tu as pu extrêmement bien dire, tu le mets dans une franchise, tu vois, et ben il peut tout de suite avoir un impact. ah Il bah peut tout oui. de suite apporter. Alors après, il faut qu'il tombe dans la bonne franchise avec une bonne structure, tout ça. Mais ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est typiquement voilà ce genre de profil de joueur où on peut se dire, ok, lui, il va pas avoir besoin de plusieurs années avant de rentrer dans le moule du basket professionnel. Ouais, Donc, c'est ça, clairement. Non, non. Puis là, on va pas se mentir, je pense que à partir de janvier, février, après l'All-Star Game, beaucoup de franchises vont rêver de Cooper Flag. Vraiment, c'est ça aussi pour ceux qui, du coup, n'ont pas beaucoup entendu parler. Vraiment, j'insiste sur ça. C'est mhm. vraiment un joueur générationnel, ou en tout cas, je sais pas, on n'est pas devant à pas connaître sa carrière, mais en tout cas, il est annoncé comme un joueur générationnel. Et ça, c'est important de le dire que vraiment des franchises rêvent de lui pour la saison prochaine. Qui pensent que ça peut être le joueur qui va changer le visage d'une franchise. Bon, alors en tout cas, si vous coupez de tout autre média basket, vous n'entendrez peut-être pas parler de Cooper Flag, mais avec nous, vous allez en entendre parler. Ça, c'est quand même quasi acté. On fera peut-être pas non plus 40 minutes chaque mois sur lui, évidemment, mais Non, bien sûr, pas avec tout le on monde. abordera les performances, les résultats, ou les contre-performances aussi, parce que même si je te rejoins, on est sur des jeunes joueurs en développement et qu'il faut être assez indulgent, il faut aussi parfois taper sur les doigts, non, mais en tout cas, voilà, peut-être parfois pointer du doigt Ouais, des choses nuancé. qui sont nuancées, exactement. Donc ça, c'est le numéro un, en tout cas, comme on disait tout à l'heure, sur le papier, qui semble presque intouchable. Et après, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle des premières mock drafts, on en parlait tout à l'heure, là, des premières prévisions, où à partir du top 2, top 3, ça commence à bouger. Tu vois, on a une base de Ouais, c'est 10 pas joueurs. défini là après, C'est ouais, ça. On clairement. a une base de 10-12 joueurs qu'on retrouve un petit peu dans toutes les mock drafts entre la deuxième et la 12e place. Mais voilà, autant Cooper Flag, il est numéro un partout, autant les autres joueurs, c'est plus. Ça bouge davantage et c'est ça qui est intéressant. Un des joueurs qui reste quand même bien classé dans la plupart des mock drafts qui sont déjà sortis, et on va en parler avant de parler de nos Français. Si tu veux, Jules, on va parler de S. Bailey, Ouais, joueur qui est dans la fac, alors j'essaie bien la prononcer, de Rutgers. les C'est Rodgers, dans le, ouais, c'est ça. c'est ça, Dans le c'est New dans le, Jersey. exactement, dans le New Jersey. Pareil, même question, tu en as fait un article de présentation, je te laisse la main sur ce profil, Jules. Yes. Alors, Ice Bailey, c'est un joueur qui est né du coup le 13 août 2006 dans l'État du Tennessee et qui, comme Cooper Flag, s'est montré très dominant au lycée. Alors, avec sa fac de McEachern High School. Excusez-moi pour la prononciation. Sur sa dernière saison, pardon, sa saison senior, il a fini avec 33,4 points, 15,15 rebonds, 3,9 passes et 2,9 contre. Donc voilà, pour vous poser les bases sur sa dernière saison au lycée. Donc il a été évidemment sélectionné au All-American, McDonald's All-American, pardon. Il a remporté Mr. Georgia Basketball, donc meilleur joueur de l'État. Et voilà, il avait eu du coup différentes offres de franchise et il s'est plutôt dirigé vers les Rodgers, donc dans le New Jersey, avec qui il n'y a pas encore d'article qui est sorti sur lui, mais ça va être très prochainement sur Dylan Harper, qui est aussi un joueur très très bien classé dans les mock drafts. Et donc il a rejoint Dylan Harper aux Rodgers, avec qui il forme un peu
on va dire, un duo de prospects dans cette fac. Et voilà. Et donc après, on va parler un peu rapidement de quel type de joueur un peu c'est. Moi, j'ai vraiment le ressenti des différents un peu stats que j'ai vus, enfin les matchs que j'ai vus, les highlights, etc., que c'est vraiment un diamant brut en fait. C'est vraiment le mot que je vais mettre sur ce joueur en fait. C'est qu'en fait, on voit qu'il est hyper talentueux, honnêtement. Offensivement, il peut faire beaucoup de choses, mi-distance, à 3 points. Il peut créer son tir. Il est très grand, hein. Il est annoncé à 2,8 m, je crois. Et avec des longs bras, etc. Donc, vraiment super joueur. Et ouais, vraiment, c'est ça. Il peut tout faire, franchement. Il est hyper athlétique. Au drive, il va être là. Il peut se créer son tir, comme je l'ai dit. Il est sur les fadeaways, il est là. Donc après, forcément, les pourcentages au tir sont pas toujours là. Les, il y a beaucoup de pertes de balles. C'est pas encore un joueur qui va forcément créer pour les autres. Ça va plus vraiment être Mhm. un joueur purement offensif, un pur talent offensif. Et d'ailleurs, aussi, comme je l'ai dit, pour Cooper Flag, en fait, ça va être un joueur des deux côtés. Ce qui est vraiment un peu la particularité sur les gros joueurs de cette draft. C'est que vraiment, des deux côtés, il est là. Pareil, sur les rotations défensives, il est présent. Il est au contre, il est là. Aux interceptions, il est là. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment, je trouve qu'encore plus, même si Cooper Flag fait évidemment des erreurs de jeunesse, je trouve que Cooper Flag reste quand même plus, on va dire, mature et prêt dans son jeu. Lui, ça reste quand même un joueur vraiment, vraiment diamant brut qu'il va falloir un peu polir Faut lire, ouais. dans le futur, mais qui vraiment peut devenir très, très intéressant. En fait, c'est vraiment ouais, pour moi, un pur scoreur qui peut marquer. En fait, s'il veut marquer, il va marquer. À terme, Ouais. je pense que c'est son but. Ouais, c'est voilà, un joueur où tu sais que quand tu seras la défense en face, c'est joueur inarrêtable, je sais pas encore, mais en tout cas, tu sais que tu vas prendre des points, tu vas essayer de limiter son pourcentage. Voilà, Comme, c'est ça. C'est des voilà. joueurs qu'on limite, c'est pas des joueurs qu'on stoppe, exactement. Exactement, voilà. Et c'est vrai que tu l'as dit en intro, je l'avais noté en préparant un petit peu l'émission. C'est vrai que c'est intéressant de voir l'autre profil, Dylan Harper. On en parlera très certainement dans de futures émissions. Ces deux Ouais, joueurs-là sont quand même donc dans la même fac, on l'a dit là, cette fac de Rutgers, et sont extrêmement haut placés dans certaines drafts. Là, par exemple, dans celle que j'ai devant les yeux, alors elle vaut ce qu'elle vaut. Tu as un S. Bailey qui est troisième, tu vois, envisagé troisième, et son partenaire, là, Dylan Harper, il est juste derrière, il est quatrième. Tu vois. Après, comme on ouais, a c'est dit ça. tout à l'heure, hein, ça bouge, ça va bouger, ça va évoluer. Mais quand tu regardes voilà, deux joueurs de la même université très haut placés, bah, ça te montre aussi le niveau. Et les deux risquent aussi de se tirer la bourre. Ouais, c'est ça. Bah, après, ça reste pas le même poste quand même, Bien effectivement, sûr, mais d'un c'est point de là vue vraiment personnel, tu vois. Ice Bailey, je crois que je l'ai pas précisé, mais j'ai dit sa taille, mais je l'ai pas précisé. C'est un poste 3-4. Pareil, des fois, il est beaucoup utilisé là sur ce début de saison avec les Rodgers, un peu comme un 3-4, un peu comme Cooper Flag. On le voit Ok. beaucoup de lignes de fond, faire des coupes lignes de fond et finir près du cercle avec son physique qui est quand même aussi au-dessus de la moyenne, surtout en NCAA. Mais oui, c'est ça, ça va être. C'est vraiment deux gros talents. Et ouais, du coup, Dylan Harper, ça va sans doute être le prochain article qui va sortir dans les prospects. Voilà. Soyez patient, on en parlera le moment venu. On va aborder nos Français. On a quand Ouais, même deux bien noms sûr. qui ressortent en particulier et qui, encore une fois, année après année, la France est quand même un vivier incroyable de talent. Alors, ils s'exportent tous en NBA, mais bon, quand même, c'est pas mal. On peut commencer par peut-être le nom le plus important, là, vraiment, j'allais dire la jeune pépite. On est peut-être au-dessus de la pépite à ce niveau-là. C'est Nolan Traoré, Ouais, le joueur de Saint-Quentin, Nolan Traoré, qui vraiment est attendu très haut dans cette draft. Alors, on prend encore le temps de mesurer tout ça, on en est loin. ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment un profil qui va être très, très, très intéressant à suivre, que l'on peut suivre en plus via la BetClick Elite. Donc, Jules, je vais te laisser en parler, mais il y a vraiment toutes les possibilités du monde de pouvoir le voir, même peut-être pour ceux qui habitent dans le coin, d'aller le voir en vrai. C'est ça qui est cool. Carrément, carrément. Puis même pour ceux qui n'habitent pas dans le coin, je pense que chaque personne a un club peut-être en Pro A qui est pas loin de chez lui. Donc quand Saint-Quentin passe, Tout à fait. ça vaut le coup ça vaut le coup de faire le détour parce que c'est après on le reverra sans doute qu'en équipe de France et qu'en NBA. Donc voilà, clairement le vivier français de joueurs français au niveau du basket, c'est je pense jamais aussi bien porté.
Donc, Nolan Traoré, il est clairement annoncé, comme tu disais, Chris. Bah, en tout cas, dans le top 5, à chaque fois, il est dans le top 5. Après, ça, les Mhm. places varient, mais c'est sans doute un joueur qui va être top 5. Donc, pour le présenter rapidement, il est né le 28 mai 2006 dans le Val-de-Marne. Il a un peu suivi le parcours, on va dire, entre guillemets, classique des forts joueurs, des forts potentiels français. Donc, il a fait le pôle espoir et ensuite, il est allé à l'INSEP, au pôle France. Et il a vite joué avec la Nationale 1. Et c'est un peu à ce moment-là, quand il est en N1 à l'INSEP, qu'on vraiment on commence à entendre parler de lui, qu'on voit des performances, notamment nos amis de GoToGuy commencent à en parler pas mal, etc. Et, euh, et voilà. Et on va dire que c'est la saison dernière. Donc là, à ce moment-là, quand il est en N1 à l'INSEP, on en parle évidemment, mais ça reste. Il n'a pas encore explosé, non, on va dire, du Mhm. grand public. Mais c'est l'année dernière que notamment il explose. Il a fait le Nike Hoop Summit, donc c'est on va dire un match d'exhibition organisé aux États-Unis par Nike du coup sur les forts prospects du monde entier. Il y a Mhm. la Team Ward contre la Team États-Unis, donc il y avait Cooper Flag, il y avait Dylan Harper, tout ça, et il y avait Nolan Traoré dans la Team Ward, pardon. Et là, il fait quand même un gros match, puisqu'il finit à 18 points, 4 passes, 8 sur 14 au tir. Ce qui est quand même très très solide. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le Tiger Campbell, l'ancien meneur de Saint-Quentin, se blesse. Et en plein dans la saison. Donc à ce moment-là, Nolan Traoré, il est encore en N1. Et là, il va venir en tant que pigiste médical à Saint-Quentin, donc en Pro A. Donc il passe quand même de la N1 à la Pro A, hein. La N1, c'est la troisième division française. La Pro A, Betclic et League, c'est la première. Donc il y a quand même un gros gap, hein. C'est quand même, ça reste pas le même niveau. Et bah, franchement, c'est là qu'il a commencé à faire le buzz, hein. Il a mis 25 points contre Cholet. En playoff, il fait un match à 25 points en playoff contre l'Asvel, Asvel, équipe d'Euroleague. Donc c'est quand même c'est costaud, franchement c'est costaud. Et bah, c'est là qu'on commence à entendre parler de lui. C'est donc en tant que piste médical qu'il arrive à Saint-Quentin et qu'il a décidé de rester pour cette saison avant la draft. Parce que bah, je pense qu'il s'y sentait bien et puis Oui. il sentait une ferveur autour de lui là-bas. Et aussi, on peut aussi mentionner quand même après sa saison à Saint-Quentin, il est revenu avec l'INSEP pour l'Adidas Next Gen Tournament. C'est un peu un tournoi de U18 sur les meilleurs jeunes de France, enfin meilleures équipes jeunes de France, pardon. Et contre le FC Barcelone, donc l'équipe U18 du FC Barcelone, pour envoyer son équipe en finale, il a inscrit 45 points et fait 9 passes décisives. Donc après, là, c'était pas au niveau pro, mais du coup, on voit bien que quand il retourne dans le niveau jeune, bah, il est vraiment au-dessus, mais de Ouais. très loin. Et c'est vraiment, bah, on va dire que là, tout ce que je viens de vous citer, ça s'est un peu passé en quelques mois, 2, 3 mois à peine. Et bah là, franchement, c'est là qu'on a compris à qui on avait affaire. Et donc, pour finir, j'ai un peu, bah, comme j'ai fait pour les autres, un peu dire quel type de joueur c'est. Mhm. Et déjà, il faut savoir que notre Traoré, c'est un meneur de jeu. Donc, nous qui manquons de meneurs en équipe de France, là, on a trouvé le renfort pour les prochaines années. Et moi, vraiment, ce qui me marque, même là, il a eu d'ailleurs sa première sélection avec l'équipe de France A cette semaine contre Chypre. Le match à Chypre et le match en France. Et c'est un joueur qui, bah, et du coup, est hyper polyvalent, ça reste un meneur de jeu. Et en fait, c'est un joueur que je trouve, même si là, évidemment, il y a encore du déchet, très, très fort sur pick and roll. Ce qui est un peu le principe d'un meneur, hein, vous allez me dire, mais là, lui, vraiment, là, le système en équipe de France où il fait main à main et qu'il enchaîne sur un pic, en fait, il a un premier pas dévastateur. Donc, ça veut dire qu'il peut aller finir près du cercle. Il a un shoot mid-range, il a un shoot à 3 points, donc c'est-à-dire qu'il peut aussi dégainer à tout moment, même si, bah, voilà, je l'ai pas encore mentionné, mais on va dire que son pourcentage de tir, ça reste un peu des fois son bémol, même si, comme pour Cooper Flag, comme pour Ice Bailey, bah, ils sont jeunes et que ça va venir. Mais bon, on est des fois sur du 1 sur 11 contre le Paris Basket, 1 sur Mhm. 12 contre l'Asvel. Donc ça reste des stats. Ça pique. Ça pique un peu, on va pas se mentir. Mais en fait, je trouve que même quand il fait des. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est que même quand il est pas bon au tir, en fait, il est quand même impactant, en fait. Je trouve qu'il a Mhm. vraiment ce truc du meneur, ce truc vraiment du meneur de jeu qui est capable de distribuer, de jouer pour les autres. Et comme j'ai dit, sur pick and roll, il va prendre souvent la bonne décision. Donc, quand il faudra faire la passe au grand, il va la faire. C'est avec son premier pas dévastateur, il peut aller finir, il a le tir, etc. Et vraiment, je pense que, surtout dans la NBA actuelle, où quand même le pick and roll est une arme centrale, clairement, c'est tout le monde joue sur pick and roll. Bah, je pense que ça, il va très bien aller dans la NBA actuelle et c'est un très 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 fort joueur. Enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment impressionné et ouais, c'est ça, impressionné. Et même en défense, je trouve, bah,
peut-être moins que Ice Bailey et Cooper Flag, qui eux vraiment sont des monstres Ouais. défensifs. Mais enfin, moi, j'ai déjà vu quand même si voilà, physiquement, il est pas peut-être pas le plus costaud, etc. Il fait les efforts, je trouve. Vu qu'il est quand même rapide, il est là sur les coupes, Ouais, sur pour les couper les passes. interceptions, ce genre de Ouais, sur les choses. interceptions, il est là pour. Enfin, c'est un. Et je pense que c'est aussi un joueur, bah, du coup, ça va un peu avec ça, qui est vraiment. Qui fait les efforts et qui est bien dans sa tête. C'est-à-dire qu'il va pas. Il va pas se prendre pour ce qu'il n'est pas, etc. Je pense que c'est un gros bosseur. Et voilà, les petits bémols peut-être au niveau du tir qui a corrigé cette saison. Je pense que entre là, mai et novembre, on va voir des progrès, Oui. franchement. Oui, oui, il y a pas à en douter. C'est, le prospect européen numéro un potentiel de Ouais, cette draft, quand on y ouais, réfléchit, clairement. tu vois? C'est ça, ouais, on parle Heu, français, mais même au niveau européen, c'est ouais, donc ouais, ça carrément. montre tout de suite ça pose aussi les bases, pour reprendre l'expression, du niveau en fait, de Nolan et non, non, je te rejoins sur ce que tu as dit. Moi, de ce que j'ai pu, observer aussi sur différents, highlights, sur YouTube, vous trouvez très, très facilement, des vidéos concentrées sur lui. C'est ça qui est cool aussi, parce que, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir entre la NBA, d'autres sports et d'autres trucs à faire. Si vous voulez aller vous faire un peu de Nolan Traoré, vous avez des vidéos de 5, 10, 15 minutes uniquement concentrées sur lui et sur d'autres joueurs aussi. Mais voilà, ça vous permet vraiment de vous faire un avis sur ce type-là. Et non, non, moi, alors, ce que j'ai trouvé, alors, ça, il va falloir aussi qu'il le travaille ou en tout cas qu'il développe autre chose. Mais de ce que moi j'ai vu, il part beaucoup à droite aussi dans ses percussions. Il finit souvent main droite. Donc il va falloir aussi, alors il est jeune, il a le temps, mais il faudra aussi arriver à développer autre chose parce qu'on sait que quand tu arrives dans une ligue professionnelle, alors on en est encore loin, mais les défenses te cernent très vite. Et moi, de ce que j'ai pu observer, encore sur un échantillon assez court, c'est ce côté-là. Après, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, une vraie percussion, les shoots, il a des mains, pour un meneur, ça peut être pratique. Mais voilà, il sait tenir le ballon, il sait le manier, il sait faire les bonnes Ouais, passes aussi quand il faut. Mais voilà, il y a peut-être ce penchant un petit peu trop à droite. Mais là, on est vraiment sur du petit détail de début de saison. ouais, c'est ça, ça et On le tir, titille, c'est oui, on titille un petit peu, mais voilà. puis je l'ai On pas n'est dit pas. évidemment, mais bah, il est comparé à la comparaison, on va dire évidente, Ultime. pas forcément au niveau de la carrière, parce que pour faire une carrière, comme lui, faut y aller, mais c'est Tony Parker évidemment sur le profil de joueur, sur le profil de ouais, du joueur exactement, c'est ça, ça s'annonce comme le futur grand meneur, du basket français et il a quand même des au niveau un peu des flotteurs, des teardrops, il l'utilise Ouais. aussi pas mal. Comme j'ai dit sur pick and roll, des fois il va s'arrêter, shooter à mi-distance, mais des fois il va aussi faire des petits flotteurs, des petits teardrops où il est d'ailleurs assez bon et ça c'est un peu nous rappeler Tony Parker avec également, bah, la vitesse, et le premier pas dévastateur. Complètement. Donc voilà, Nolan Traoré. Si vous avez un joueur français à suivre là sur les prochaines semaines, les prochains mois, nous en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à suivre pour le moment, c'est le profil de Nolan du côté de Saint-Quentin. Mais il y a un autre joueur français, on va terminer sur ce quatrième profil pour cette émission, Jules. Un autre joueur français qui, lui, ne joue pas en Betclic Elite, donc un peu plus compliqué peut-être pour aller l'observer. Si vous habitez dans l'Est de la France, vous êtes frontalier de l'Allemagne. Et du club de Ulm où joue Noah Essengue. C'est le quatrième profil dont on veut parler dans cette émission. Autre joueur français, Nolan Traoré et Noah Essengue se connaissent très bien. Ouais, ils Il y a des sont articles potes. qui sont sortis. Il y a un très bon article de l'équipe que je vous invite à aller lire, où il parle en fait de cette connexion entre les deux joueurs. Il y a des déclarations où voilà, ils se disent d'abord amis en tant que partenaire en équipe de France ou parce qu'ils ont fait ils ont fait des championnats U16 ensemble, U18. Mais voilà, c'est des joueurs qui vont se suivre, c'est des joueurs qui se connaissent, ils sont dans voilà, ils ont à peu près le même âge, ils ont vécu le même parcours, mais voilà, avec des directions différentes. Et là, Noah Essengue, pour revenir sur lui, qui joue en Allemagne, qui joue à Ulm, c'est aussi un club qui est extrêmement réputé en Europe pour fournir des très bons prospects, des très bons futurs joueurs professionnels, Jules. Ouais, c'est ça, bah, à Ulm, il y a Pacom Dadji, donc qui est maintenant au Knicks, qui a été drafté au premier tour, Ouais, le joueur français qui vient de Ulm. Et il y a Kylian Hayes aussi qui, même si bah, la carrière est pour l'instant plus compliqué. c'est plus compliqué, qui vient de Ulm, donc il y a, les Français connaissent. Et donc pour ce qui est de Noah Essengue, il est né
Alors, il est né quand, Noah Sengue? Tiens, bah, il Il faut est qu'on né, prenne notre pardon, petite note. excuse-moi. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug. Il est né le Ah, mais 18 décembre 2006 à Orléans. Donc, comme Cooper Flag, c'est un joueur qui est né en décembre, donc c'est un joueur qui n'aura pas encore 19 ans quand il sera drafté. C'est ça que je pense que sur la règle, du coup, là, ils ont été. Peut-être c'était un oui, peu une règle qui date, et là, je pense qu'ils ont été plus souples. Parce que là, du coup, on est encore sur un très, très, OK. très jeune joueur. Et donc, pour ce qui est de Noah Sengue, il était à l'INSEP, ouais, c'est ça. Et ensuite, il est allé donc l'année dernière au club de Ulm. Donc là, il a joué un peu avec les pros, mais il a aussi joué avec l'Orange Academy, donc c'est l'équipe réserve de Ulm, où Mmh. du coup, bah, il a montré clairement qu'il était. C'est la troisième division allemande, si je ne me trompe pas. Et il a montré clairement un niveau largement au-dessus, hein. Il a fini à 18 points et 8 rebonds, si je ne m'abuse. Et voilà, il a aussi également commencé à faire des matchs avec les pros. Et il a aussi joué avec les U18 de Ulm, notamment pour l'ANGT, comme ce que je disais pour l'ANGT, c'est l'Adidas Next Gen Tournament, comme je disais tout à l'heure pour Nolan Traoré. Et là, il a fait des grosses performances. Et c'est là aussi qu'il a commencé un peu à buzzer sur les réseaux, parce qu'il a fini MVP du tournoi qualificatif qui se déroule à Dubaï. Donc, son équipe est aussi allée en finale. Et c'est là, à ce moment-là, comme j'ai dit, qu'il a buzzé. Et franchement, il s'est montré vraiment dominant. C'est-à-dire que ce soit avec l'équipe réserve ou avec le 18, il se montrait vraiment au-dessus. On sentait que c'est quelqu'un qui allait performer avec les pros. Et donc, cette saison, il est à temps plein avec les professionnels. Et Mmh. franchement, pour l'instant, il réalise un bon début de saison. Noah Sengue, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est un profil poste 3. Ouais, quand même, plutôt poste 3-4, 3. ouais. 3-4, ouais, c'est ça. Il fait 2,6 m, il a 2,10 d'envergure. Après, il a annoncé, mais peut-être qu'il a grandi entre-temps. Et pour ce qui est du coup niveau offensif, c'est ses qualités athlétiques qui font qui sont quand même clairement au-dessus de la moyenne, qui font un peu un danger de lui près du cercle. Vraiment sur du attrape-jus, donc du attrape-jus, si on te fait la passe, hop, tout de suite tu joues, tu drives, bah, Mmh. il va vraiment être au-dessus, il va réussir à finir par des gros dunks, par des layups près du cercle, etc. Mais ça avait également été un joueur, moi quand j'ai quand même analysé pas mal de vidéos de lui, essayé de regarder des matchs, et c'est aussi quelqu'un qui est bon sans ballon. C'est vraiment un joueur qui est bon sans ballon, donc ça veut dire que, par exemple, sur des coupes vers le panier, pour des paniers faciles, etc., il lit bien le jeu, c'est un joueur intelligent. Et Mmh. ça, c'est quand même hyper important. Donc, on va dire que c'est deux points forts. C'est vraiment la percussion, aller driver, et également le jeu sans ballon pour avoir des paniers près du cercle, etc. Il sait également, en tout cas, en jeune, il utilisait aussi pas mal sa taille sur un peu du post-up, etc. Parce que, bah, comme j'ai dit, 2,6, 2,10 d'envergure, c'est quand même pas mal. Et c'est toujours dans la lignée de ce que je disais de cette QV, c'est un joueur qui également de l'autre côté est fort, vraiment fort. C'est comme je l'ai dit, c'est 2,10 d'envergure, donc ça va être pareil. C'est comme je l'ai dit pour les autres, en fait, c'est toujours la même chose, mais il va être là au contre, il va être là pour tenir des duels. Sur les interceptions aussi, il est quand même pas mal. Sur un des derniers matchs qu'il a fait en Eurocup, il a quand même fini à 3 comptes et 2 interceptions. Donc on voit quand même qu'il est actif et sans compter un peu toute la dissuasion, etc. Et donc, comme je l'ai dit, Sengue, sur ce début de saison, c'est quand même pas mal. Il y a ce match-là où je l'ai dit, où il fait 2 interceptions, 3 comptes, 21 points à 60% au tir. Et je pense que sur ce début de saison, le match où on a le plus entendu parler de lui, c'est quand il avait Ulm a fait un match de pré-saison contre les Trailblazers de Portland, pardon. Et il a fini à 20 points, à 6 sur 14 de tirs, dont 3 points. Et j'insiste Mmh. sur le 3 points parce qu'en fait, c'était un peu un secteur, on va dire, c'était un axe d'amélioration fort pour Noé Sengue. Comme j'ai dit, il était près du cercle, il est là, etc. Mais le 3 points, c'était pas sa force. Et là, on sent un axe de progression, donc c'est quand même un bosseur. Il y a différents reportages sur lui, si vous voulez aller voir sur YouTube, etc., Ouais. où on parle de lui. Et bah, on voit que c'est un bosseur, etc. Et là, justement, je trouve que sur ce match, bah, il a montré justement que maintenant, il est capable de mettre à 3 points. Et en plus, il fait ça contre une équipe NBA, une des équipes contre qui il jouera sans doute la saison prochaine. Donc forcément, pour les scouts, tout ça, Bon, c'est. alors, Portland, une équipe NBA. Alors là, dans le match contre Ulm, qui était la meilleure équipe, j'ai envie de te dire, il y a débat. Il y a débat. Ouais, c'est sûr, non, il y a débat, mais en tout cas, il s'est montré au niveau des Américains. Et ça, Oui. c'est au niveau des scouts américains, ça, c'est quelque chose qui est cool. Alors, par rapport aux autres, même si voilà, on n'est pas là pour être devin, si on parle de Cooper Flag, de Ice Bailey, même potentiellement Nolan Traoré, c'est peut-être des gens qui se destinent plus tard à être, en tout cas pour Cooper Flag, une superstar, des All-Stars peut-être pour Nolan Traoré, Ice Bailey, tout Mmh. ça. Et Sengue, ça va peut-être plus être, même si vraiment,
je lui souhaite de progresser le plus possible, mais peut-être plus annoncé comme, on va dire, un role player, un peu un couteau suisse. Là, il a vraiment endossé ce rôle de couteau suisse avec Mmh. Ulm. Et je pense que c'est plus vers ça qu'on va se tourner, un peu ce type de joueurs qui savent tout faire un peu à la Jaden McDaniels, ou si déjà il arriverait à. Et même Michael Bridges potentiellement à terme, moi, je crois que je l'avais comparé à lui dans mon article. Et, OK. et c'est ce genre de joueur sur qui il pourrait à terme viser pour être un très solide joueur de NBA, franchement. Ouais. Ouais, oui, il est, comparé aux 3 autres joueurs, voilà, qui sont vraiment classés très haut, pour l'instant, on le voit Ouais, plus top 20, dans top la 10. voilà, c'est ça, 2e partie d'un top 10, plus proche du top 20, mais encore une fois, tout ça, ça reste très aléatoire, mais on n'est pas pour l'instant, en tout cas, sur le même range. Mais c'est un joueur intéressant à suivre, et c'est vrai que de ce que j'ai vu, il n'hésite pas à monter au cercle, il te claque vraiment des dunks, il est mobile, ça je trouve ça intéressant, c'est important dans la NBA moderne actuellement d'avoir ces postes-là, des liés forts qui sont mobiles. On le voit sur le jeu de transition aussi, tu parlais tout à l'heure des matchs où il est en interception, ce genre de choses en compte, ça va vite. Tu vois qu'il aime courir, tu vois qu'il aime aller accélérer le jeu et tout, donc je pense que ça va être un mec à suivre, donc peut-être un petit peu plus compliqué à observer en tout cas, que, Nolan, sur la Betclic Elite ou ce genre de choses, Non, mais alors après, pour ceux qui ont un abonnement Squeak, donc pour regarder l'Euroleague, il y a l'Eurocup et Ulm joue OK. en Eurocup. Bon, ouais, Donc bah, tu voilà, vois? pour ceux qui ont Squeak, vous pouvez aller voir ses matchs en Eurocup et Ouais. il fait des bonnes performances, hein, plusieurs matchs à 20 points quand même, c'est OK. pas mal. Bon, là, on commence à rentrer dans, les geeks du basket, tu vois? Pour aller voir, l'Eurocup et tout, mais voilà, ça reste des championnats qui sont intéressants et c'est là aussi qu'on trouve ces pépites-là, ces joueurs-là, dont, du coup, Noah Sengue. Voilà pour les 4 joueurs qu'on voulait aborder dans ce premier podcast autour de la draft. On en abordera d'autres évidemment les futures semaines. On reviendra certainement Ouais, sur ceux-là également, mais voilà, il fallait qu'on commence avec eux et voilà, c'est exactement. fait. On va clôturer cette émission avec un débat. On va essayer de pas faire trop long parce qu'on est déjà quasiment 1 heure d'émission. Donc, on Ouais, va, un petit on débat va- rapide pour voilà, finir, un c'est petit sympa. débat rapide. On va se mettre en chauffe pour cette première émission. Comme on vous a dit, voilà, on tâtonne un peu et on va travailler tout ça pour les futurs. Mais on trouvait quand même intéressant d'avoir ce débat-là en fin d'émission. Et ça va être intéressant aussi. Je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous allez avoir aussi des noms qui vont vous revenir et vous serez peut-être pas d'accord avec nous. Ou alors vous allez dire, ah, mais vous n'avez pas cité tel ou tel joueur. Et c'est aussi le but du débat. On va revenir sur les dernières drafts. On va pas revenir sur les drafts des années 2000, 2005, tout ça. On va revenir sur les 5, 6 dernières drafts. Toi, t'as pris quoi, 2018, c'est ça? Moi, j'ai pris 2018, ouais, c'est ça. Ouais, Donc donc c'est voilà, il on y est à a, cinq ouais, six ans maintenant, quelque chose 6-7 comme ans, ouais. ça. Moi, j'ai pris une draft un tout petit peu plus récente, 2020, et on a choisi à chaque fois un joueur de cette draft-là qui, en fait, maintenant, avec le recul, a été soit surcoté. Tout à l'heure, on parlait du côté style. On se dit, ah, c'est un bon coup, ça va être. Mais en fait, non, ça a plutôt été un bust qu'autre chose. Donc, un joueur qui a déçu. Et inversement, des joueurs qui on n'attendait peut-être pas comme étant, peut-être juste étant comme des role-players, et en fait, qui s'affirment aujourd'hui avec le recul comme étant des joueurs très importants, voire majeurs de leur franchise. Donc, C'est ça. on va commencer. On va commencer par les joueurs qu'on voyait haut et qui finalement se sont avérés peut-être être, peut-être ou même sûrement des déceptions. Toi, Jules, ton joueur, alors moi j'en ai deux. J'ai un petit peu digressé tout de suite dès le premier débat, mais dans ta draft là 2018, c'est quoi le joueur que tu as choisi où en fait maintenant avec le recul, maintenant tu as 5-6 ans de recul, tu te dis en fait c'est pas bon toi. Ok, bah moi du coup pour la draft 2018 j'ai fait simple. J'ai pris le first pick de la draft 2018 qui est DeAndre Ayton, qui selon moi quand même est par rapport à un numéro 1 draft a pour l'instant une carrière assez décevante. Mhm. Il a donc été drafté par Phoenix. Au début ça a été quand même pas mal à Phoenix, notamment lors de la campagne de playoff qui a mené les Suns en finale NBA en 2021, dont on se souvient notamment du contre, du buzzer, etc. Enfin il y a quand même des actions de lui en playoff où il est fort, mais après il a pas réussi à concrétiser. Il s'est fait transférer aux Blazers. Et bon, là, l'année dernière, il faisait des stats par-ci par-là, mais bon, c'est dans une équipe qui tank. Et c'est pas pour un first pick de draft, évidemment, on s'attend pas à ça quand on voit que juste derrière, il y avait Luka Doncic. Bon, je pense que les Suns peuvent se mordre les doigts maintenant. Et donc Ça- voilà, comme tu as dit, on est sur un petit débat cool en fin d'émission, donc je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, Mhm. mais pour moi, du coup, je suis parti sur DeAndre Ouais. Ayton Non, mais ça, pour mon bust, on va dire. oui, c'est pas du tout une surprise. Et c'est vrai que, en fait, moi, ce qui me chagrine le plus,
je m'en fiche du mec, mais c'est vraiment son manque de professionnalisme. Il y avait eu Ouais, des ça, j'en histoires, ai pas parlé, mais t'as raison, tu ouais, vois, où carrément. il disait non, non, après des matchs, il passait des nuits à jouer à la console, à geeker, tout ça. Tu fais En bien, fait, tu c'est fais bien ce ça. que tu veux de ton temps libre, entre guillemets, mais si tu veux devenir un sportif professionnel et si tu veux, et en plus, tu as été drafté numéro un, tu vois, donc tu as, entre guillemets, une sorte d'exemplarité et tu dois tout de suite te mettre dans le moule parce qu'on attend tellement de toi. Et en fait, moi, au-delà des stats, au-delà du fait qu'il a peut-être pas finalement très bien fité dans le projet Suns, qui n'était pas non plus, ils ont été en finale, mais après, ça s'est un peu cassé la gueule, pardonnez-moi l'expression. Moi, c'est vraiment le manque de sérieux de l'homme qui fait que pour moi, ouais, comme tu dis, c'est vraiment un bust et on se dit, bah voilà, c'est un vrai foirage, tu vois. Mais Ouais, c'est ça, bah, plus de sa part pour le coup que de la part de la franchise. c'est ça, t'as raison. En fait, c'est un peu ce type de joueur, on va dire, talentueux, mais qui le talent, ça suffit pas au bout d'un moment, hein. C'est ça, parce que je C'est pense que ça. DeAndre Ayton est quelqu'un de talentueux. C'est d'ailleurs Oui, sans doute pour ça qu'il a été choisi en numéro un. Mais si derrière, il n'y a pas la tête et tout ça qui suit, bah, ça va pas, hein. exactement. Donc, bon, je pense que vous serez assez nombreux à être d'accord avec le choix de Jules. Pour ma part, donc moi, sur la draft 2020, j'ai choisi deux joueurs. Je vais vraiment faire très court. Bah, on en a parlé tout à l'heure. Ça fait un peu mal au cœur pour nous côté français, mais il faut quand même être assez objectif. Kylian Hayes, euh, compliqué. Il avait été choisi en choix numéro 7. Alors tu me dis si je me trompe, mais à l'époque, c'était le plus haut choix d'une draft pour un Français, non, c'est ça? Exactement, ouais. Donc bah, aujourd'hui, Parce que maintenant, septième. Frank Ntilikina a été choisi en 8 avant par les Knicks et lui en 7 par les Pistons. Donc, vraiment compliqué pour Kylian. Il n'a pas eu de chance non plus en tombant dans des franchises. Il y a souvent cet adage-là, il faut tomber au bon endroit au bon moment. Pour Kylian, ça a été compliqué. Il n'est pas tombé dans les meilleures franchises ou dans des franchises comme Détroit, où ça fait 15 ou 20 ans qu'ils sont en perpétuelle reconstruction, ou en tout cas, ils essayent de faire quelque chose, mais ils n'ont pas le bon matériel. Il y a aussi peut-être aussi, bah, il y a peut-être aussi parfois un manque de, je sais pas si je vais dire un manque de travail, parce que ce Si, serait si, assez. je pense que tu peux le dire, hein. Bon, j'allais Je dire, pense c'était que peut-être un peu mal c'est un peu perçu de ma part. Comme DeAndre Ayton, peut-être à un niveau, peut-être moins que DeAndre Ayton, mais pour moi, Kenny, c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Mais alors après, moi, c'est vraiment une question que je me pose, ces genres de joueurs, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui doit peut-être clocher dans leur tête ou je sais pas. Après, on n'est pas Non, bien avec eux, sûr. on n'est pas un proche d'eux, Mm. donc on peut pas, je vais pas parler en son nom, etc. Mais oui, je pense qu'effectivement, en tout cas, il y a quelque chose qui cloche quelque part parce que je pense qu'il a le talent pour jouer en NBA. Après, Ouais. derrière, Et il je avait sais été pas. là, il avait été pris par les Nets avant le début de la saison et il a été coupé, je crois, quelque chose comme ça. Donc Ouais, ça, il le s'est blessé, il a été coupé. bah, c'est ça. Et pourtant, dans le projet Brooklyn, ça aurait pu marcher parce qu'en plus, c'est une équipe qui est Ouais, pas un aussi backup de Schroeder. ouais, Ouais. qui est pas aussi mauvaise que ce qu'on aurait pu envisager dans le début de saison NBA. Bon, c'est comme ça. On essaye d'être objectif et c'est vrai que Kylian, malheureusement, voilà, ça a pas fonctionné pour lui. Et l'autre joueur de la draft 2020, mais lui, plus, ouais, ça devient une blague plus qu'autre chose, c'est Patrick Williams, le joueur de Chicago, là, qui a été drafté porte du podium, quatrième. Bon, alors après Chicago, c'est pareil, ça fait des années que le projet est compliqué, mais je pense que la franchise de Chicago et les fans attendaient beaucoup de ce joueur-là. Et malheureusement, c'est vrai que ça montre très peu de choses. Euh, je pense que c'est le genre de joueur où il faut arrêter de miser dessus, ou alors peut-être dans un autre projet, dans une autre franchise, mais en tout cas, le projet Patrick Williams et Chicago Bulls, ça fonctionne pas, ça fonctionnera jamais, ou alors peut-être sur des épiphénomènes de temps en temps, il va te claquer un bon match. Mais en tout cas, pour un mec qui était, comme je dis, qui était en train de taper à la porte du podium d'une draft, c'est pas bon. Toi, c'est pas suffisant. On va pas dire c'est pas bon parce qu'on, nous, c'est facile de juger en étant dans nos fauteuils, mais c'est pas suffisant. Voilà pour, euh, Ouais, je pour, valide complètement tes choix. pour les joueurs maintenant qu'on n'attendait pas, ça c'est intéressant, et qui vraiment, voilà, aujourd'hui, avec ce recul, on se dit, ah, ok, ils sont vraiment beaucoup plus talentueux et on aurait, avec le Que recul, ce que leur choix de draft disait. on les aurait peut-être pas choisis dans le top 20, mais on les aurait peut-être choisis plutôt dans le top 10 ou dans le top 5. Toi, Jules, dans cette draft 2018 que tu as sélectionné, quel est ton joueur sous-coté et qui maintenant a explosé, toi? Ouais, bon, moi, c'est même plus qu'une explosion, je pense. Bah, moi, j'ai pris le 11e choix de la draft 2018, qui est Shai Gilgeous-Alexander. Donc là, quand je reprends un peu le tableau de la draft 2018, il y Mhm. a Luka Doncic, Trae Young, Michael Bridges qui est en 10. Mais globalement, là, si on refait la draft, je pense que Shai Gilgeous-Alexander, il est 11e.
Mais si on refait maintenant, il se bat avec Luka Doncic pour qui est numéro un et qui est numéro 2 quoi. Donc, c'est vraiment un joueur qui, petit à petit, en fait, il est pas. C'est une progression au fil du temps. C'est Ouais. pas dès sa saison rookie, il a explosé. Mais il a commencé aux Clippers, donc. Et ensuite, il y a eu le fameux trade avec Paul George. Ouais. Dans les Clippers peuvent, je pense, maintenant, Ah oui, mais ça vraiment s'en c'est. mordre les doigts. Ah, là, c'est une catastrophe. Mais voilà, et là, il est au Thunder. C'est un candidat MVP. Je pense s'il l'a pas eu l'année dernière, il l'aura sans doute cette année ou l'année d'après. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, un jour, aspire vraiment à être le meilleur joueur de la ligue. Et voilà, il est leader d'une équipe où là, au KC, sans doute, c'est à l'ouest actuellement, en ce début de saison, on se dit que bah, c'est peut-être les favoris pour aller en finale NBA, en tout cas. Enfin, en tout cas, ça fait partie des favoris, si ce Mm. n'est le favori. Et donc voilà, progression folle au fil des saisons, il a augmenté. Franchement, Puis j'ai une petite aussi, comment dire, j'ai un petit faible, on va dire, pour ce joueur parce que bah, c'est vraiment le style de jeu que j'aime bien. Moi, c'est très smooth, etc. Il va à son rythme. Et c'est marrant, dans une interview, il disait que, je me rappelle avec un journaliste américain, il disait qu'en fait, c'est normal que les personnes ne peuvent pas savoir ce qu'il fait parce que même lui ne sait pas ce qu'il va faire en fait quand il le fait. Je sais pas si j'ai été assez clair, mais Oui, c'est si, qu'en si. gros, même lui, en fait, il y va au talent, en fait, et c'est un pur talentueux qui va jouer à son rythme, etc. Et franchement, pour quelqu'un de drafté 11e, je pense qu'il a largement répondu aux attentes. Ah oui, oui, complètement. Non, et c'est ça qui est bien, c'est que la courbe de Shea Gilgeous, elle est linéaire et elle est à l'image de cette équipe du Thunder. Tu vois, alors, C'est il y ça, a eu, ils ont explosé l'année dernière, tu vois. On s'attendait pas à qu'ils finissent voilà, premier. leader de la conférence Ouest et tout, mais il y a une vraie progression, c'est extrêmement intéressant. Et oui, les Clippers, mais c'est une des pires décisions de ces dernières années, mais la NBA s'est fait d'histoire aussi, et elle en fait partie, cette histoire autour de Shea Gilgeous-Alexander. Mais oui, évidemment, il est très très haut et candidat MVP complètement. Alors moi, le mien n'est pas candidat MVP parce que malheureusement sa franchise est dans un marasme absolu, mais ça reste un joueur extrêmement talentueux. Donc je reviens dans ma draft 2020. Alors lui, il est plus bas que ta 11e place. Il était classé 21e. Il était dans la fac de Kentucky. C'est Tyrese Maxey, qui joue Yes. du côté des Sixers d'aujourd'hui. Alors, je vous invite, petite autopromo, à aller lire mon édito que j'ai sorti ce lundi midi sur la situation de Philadelphie et du process en particulier. J'aborde très rapidement Tyrese Maxey, même si ce n'est pas lui le cœur du problème. Suivez mon regard autour d'un grand pivot. Mais voilà, Tyrese Maxey, à la 21e, tu vois. Alors, t'en parlais tout à l'heure, mais c'est ça qui est toujours drôle à faire, c'est de revenir un petit peu sur les noms, tu sais, qu'il y a au-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des noms qui sont intéressants, hein, tu vois, tout en haut, tu as des Lamelo Ball, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, genre 8e, tu as Obito Pin. En 11e, tu as Devin Vassell. En 13e, tu as Kira Lewis. Tu vois. Bon, j'ai rien Ouais, contre lui, mais carrément. voilà. Cole Anthony, tu as du Josh Green. Bon, c'est des joueurs qui font leur trou, tu vois, qui sont toujours en NBA, qui font des chiffres, qui sont dans des équipes plus ou moins intéressantes. Mais Tyrese Maxey, c'est vraiment un gars qui a vraiment qui perce vraiment à Philadelphie. Et pour moi, je le dis très clairement, le projet Sixers doit se faire désormais autour de ce mec-là, autour de Tyrese Maxey, qui montre vraiment des choses, j'allais dire extraordinaires, très fortes. On va garder les bons mots. Et non, moi c'est un gars, je fais très court, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais on a fait un podcast assez long déjà. Donc voilà, un mec comme Tyrese Maxey qui est drafté en 21, et quand on voit aujourd'hui ce qu'il apporte à Philadelphie, même si cette saison c'est compliqué, mais ce qu'il a pu apporter dans les dernières saisons autour du joueur star qui est tout le temps blessé, tout le temps absent, bah, Tyrese Maxey, il tient la maison Sixers très très fortement, et il mériterait d'être dans une franchise où il pourrait exploiter son talent pour être vraiment très ambitieux et pour ne pas s'arrêter à un deuxième tour de playoff, comme malheureusement c'est trop souvent le cas avec Philadelphie. Mais voilà, je sais pas ce que tu en penses très vite, toi Jules, de Tyrese Maxey, mais voilà, c'est un mec, normalement il n'était pas 21e. Non, bah clairement, bah là je pense pareil, on le refait, c'était top 5, top 3, sans hésitation. Mais ouais, ouais, franchement, je vais pas non plus débiter des heures parce que déjà ce que tu as dit, c'est très bien. Je sais, est-ce que tu penses toi vraiment que ça peut être un franchise player qui peut un jour amener son équipe au titre? Parce Ouais, que tu disais, faut plus. oui, Ok, ouais. ok, Alors, je peux entendre.
moi, je te dis, je sais pas comment tu t'embrouilles ton truc, mais tu te débarrasses de Joel Embiid, tu vois, tu te débrouilles, et tu repars sur une construction avec Tyrese Maxey. Je te dis pas que ça va être simple, je te dis pas qu'ils vont gagner dès l'année prochaine, mais je pense vraiment que c'est un mec qui peut emmener une équipe très, très loin. Après, il faudra bien l'entourer, bien l'accompagner, mais c'est ce genre de joueur-là pour moi, en tout cas. Ok, j'entends. Je suis peut-être un peu plus dubitatif, un peu plus de doute sur ce sujet, mais en tout cas, j'entends. Et ouais, complètement. Bah, l'année dernière, il a explosé, première sélection All-Star Game. Et depuis, puis il a un peu toujours ce truc de, il a toujours le smile et tout. Il amène une énergie, je trouve, à l'équipe qui est hyper positive. Et ouais, Philadelphie en a vraiment besoin en ce moment, donc c'est cool. C'est ça. T'as pas nécessairement envie de regarder les Sixers, mais quand Maxi joue, t'as quand même envie de regarder parce que voilà. Maxi plus Gershon, plus le petit rookie Jack McCain, ça fait quand même un petit trio de joueurs sympa sur ça. Ouais. Alors, c'était pas le trio qui était attendu, mais bon. Non. Voilà, pour ce petit débat, on essaiera de faire un peu plus long pour les prochaines fois, mais voilà, on voulait pas non plus vous faire 1h30 de podcast pour commencer. On est déjà à 1h10, c'est pas mal. Et Ouais. pour une première émission autour de ce projet draft NBA 2025, je pense qu'on a fait un tour plutôt intéressant, Jules. Ouais, là, on a posé les bases. Ce sera peut-être Ouais. un peu moins long les prochaines fois, mais là, c'était vraiment important de poser les bases, etc. sur tout ce qui va nous attendre. Donc là, je rappelle, je sais pas si tu l'as dit, Chris, mais du coup, ça va être une fois par mois, toutes les fins de semaine, il y aura le podcast. Et suivez l'actualité des articles qui sortent sur TFA parce que j'aurai des articles profils là qui vont sortir, Dylan Harper notamment bientôt. En même temps que le podcast, je sors toujours un article pour savoir, pour compléter le podcast de où en sont les prospects dans leur saison. Et à partir de janvier, je pense, je vais me mettre aussi à un peu réagir aux différentes mock drafts. Je trouve pas forcément ça pertinent pour l'instant, parce qu'on est vraiment Non. début de saison. Mais à partir de 2025, on va le faire. Et normalement, juste avant la draft, il y aura, comme je l'ai dit, une mock draft made by TFA qui va sortir. Donc, on va vous accompagner, voilà, comme ça, durant les prochains mois. Donc, chaque dernière semaine, ce podcast avec toi, Jules, le petit binôme. On aura peut-être des invités. On va essayer Ouais, j'espère. d'organiser ça, on espère. En tout cas, mais voilà, on débute aussi là-dessus, sur la draft. Donc, on espère n'avoir pas dit trop de bêtises. Je pense qu'on a été pas trop mal quand même. Merci à toi, Jules. En tout cas, c'était un plaisir. On l'a enfin fait, cette émission. Ça fait des semaines Ouais, qu'on en c'est cool. parlait. Ça fait des Et semaines qu'on voilà. en parle et franchement, c'était cool. Merci à toi, Chris. Et j'espère que tous ceux qui écoutent ont aimé, n'hésitez pas à faire des retours, hein, même sur Insta, tout ça, envoyer un message, même dans le Discord, à Charles ou à d'autres, si vous avez bien aimé. C'est cool pour nous, ça fait plaisir. Et relayer ça pour ceux qui suivent le championnat, les championnats universitaires, les jeunes, tout ça. Bon, bref, vous connaissez la marche à suivre. Donc, on se retrouvera, nous, le mois prochain, à la fin du mois de décembre, pour, Ouais, c'est ça. juste avant Période de Noël. C'est ça, on se retrouvera juste avant les fêtes de fin d'année ou pendant les fêtes de fin d'année pour le deuxième épisode de cette Road to NBA Draft, on va l'appeler comme ça, et la semaine prochaine, déjà c'est plus proche, le conseil de classe, prochain épisode d'N1, le conseil de classe NBA avec Yannick, évidemment, on va donner les bons points, les mauvais points, vous savez, à 4 franchises sur le mois de novembre qui vient, qui est en train de s'écouler. Voilà, donc le conseil de classe, le prochain podcast NBA évidemment, et nous on se retrouve donc à la fin du mois prochain pour un nouvel épisode autour de la draft NBA 2025. Très bonne journée, très bonne semaine à vous. Merci à toi, Jules. Merci à vous de nous avoir. Bonne journée. Et à plus tard. Allez.